Radio Fidélité, il est 8h. Un petit bug, il est bien 7h, chers auditeurs. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien ce vendredi 28 novembre. Qui dit vendredi dit bientôt le week-end, mais aussi le tour de clocher qui s'approche. Ce matin, on partage notre matinale avec Tiffaine Cellier en direct de la paroisse Saint-Gildas des Sources. Vous allez pouvoir découvrir ces clochers, son histoire et ceux qui la font vivre au quotidien. Mais avant de les retrouver, l'essentiel de votre information aujourd'hui. Bonjour à tous, l'essentiel de l'actualité. L'Assemblée nationale a validé cette nuit la nationalisation d'ArcelorMittal, une première depuis 1982. La proposition LFI a été adoptée par 125 voix contre 41, malgré l'avis défavorable du gouvernement. Les Insoumis assurent que c'est la seule solution pour sauver la filière acier et ses 15 000 emplois. Le texte doit encore passer par le Sénat, dominé par la droite. Les appels au boycott se multiplient pour le Black Friday. Plusieurs géants du commerce comme Amazon, Zara et la Fnac font face à des appels à la grève des représentants du personnel. L'objectif est de profiter de cette période de solde avant Noël pour réclamer des hausses de salaire et plus d'embauches. Mauvaise nouvelle pour les usagers franciliens, le prix du Navigo va grimper l'an prochain. Île-de-France Mobilité propose une hausse de 2 € pour le forfait mensuel qui passe à 90,80 € dès janvier. Selon la région, la somme va servir à financer le réseau et absorber les coûts d'exploitation. Et puis en football, la victoire de Lyon hier soir en Ligue Europa, 6-0 contre le Maccabi Tel Aviv. La victoire aussi de Lille, 4-0. En revanche, Nice a été battu par Porto, 3-0. Et en Ligue Conférence, Strasbourg a dominé Crystal Palace, 2-1. Bonne journée à tous. Radio Fidélité, l'information locale à 7h. Et à la une de l'actualité, peut-être vous apprêtez-vous aujourd'hui à courir faire les soldes dans ce jour de Black Friday. Pourtant, un appel à la grève est lancé ce week-end dans toutes les Fnac de France, notamment à Nantes. La CGT et Sud réclament le retrait d'un projet qui priverait les salariés des hausses prévues par la convention collective, ainsi qu'une augmentation générale des salaires et des embauches face à la surcharge de travail. Les syndicats dénoncent une paupérisation alors que le groupe Fnac Darty poursuit son expansion. Le mois de l'économie sociale et solidaire ne va pas tarder à s'achever et on se rend compte qu'elle pèse lourd dans les Pays de la Loire. Elle représente près de 12% de l'emploi régional, l'un des niveaux les plus élevés de France. 3 salariés sur 4 travaillent dans les associations, surtout dans la santé, l'action sociale ou encore l'enseignement privé. Un secteur qui reste très féminin, souvent à temps partiel et fortement ancré dans les territoires ruraux comme urbains, pourtant soumis à toutes les contraintes budgétaires. Bonne nouvelle également pour les amateurs de musique. Nantes va se doter d'un nouveau conservatoire dans les quartiers nord d'ici 2031. La ville annonce la création d'un équipement entièrement dédié aux musiques actuelles, au théâtre et à la création multimédia au sein d'un futur pôle public rue Samuel de Champlain. Le projet qui sera soumis au vote du conseil municipal le 5 décembre prévoit 2000 m² de salles, studios et espaces pédagogiques, ainsi qu'une salle de spectacle de 200 à 400 places. Ce nouveau site, implanté dans un quartier prioritaire, accueillera 600 à 800 élèves avec une volonté affirmée de rendre l'apprentissage artistique accessible à tous. Voilà pour votre flash info local en ce vendredi 28 novembre. Hiver comme été, soyez toujours protégés avec la mutuelle Saint-Christophe Assurance. Pour vos contrats santé, auto, habitation, faites le choix d'un assureur catholique et solidaire. Renseignez-vous sur saint-christophe-assurance.fr. Et ce matin, c'est un ciel partiellement couvert qui vous attend. Quelques pluies attendues dans l'après-midi également. 11 degrés à Pontchâteau, Nord-sur-Erdre et Savenay. 14 à Clisson, Valette et Le Palais. 13 degrés attendus à La Bernerie-en-Ré, Les Moutiers ou encore Préfaille.
Cet après-midi, les nuages domineront toujours avec quelques averses localisées dans le sud, tandis que quelques éclaircies pourront revenir sur la moitié nord. Des températures de 13 degrés pour nos amis de Saint-Gildas-des-Bois, 14 à Mauves-sur-Loire, Oudon et Carquefou, et 13 à Saint-Jean-de-Mont, Noirmoutier ou encore la Fromentine. En soirée, le ciel reste plutôt gris, assez humide, des précipitations qui s'atténuent et la brume gagne certains secteurs. 9 degrés attendus à La Planche, Gorges et La Foissière, 8 degrés à Monnières, Château-Thébot et Le Palais et 12 petits degrés à Saint-Brévin, Taron-Plage ou encore Saint-Viaud. Pour ce qui est des marées, la marée basse aura lieu aujourd'hui à 20h03, prochaine marée haute à 11h51 avec un coefficient de 45 pour aujourd'hui. Voilà pour votre météo du jour. Dans un instant, vous allez pouvoir retrouver Tiffaine et ses invités en direct de la paroisse de Saint-Gildas-des-Sources à Saint-Gildas-des-Bois où on a posé nos valises ce matin. Ce sera juste après cette courte pause publicitaire. Chérie, pour le réveillon, tu as pensé à un cadeau pour maman? Ah oui, le livre dont elle m'a parlé dimanche dernier. Et pour Antoine? C'était pas une crèche qu'il voulait? Et pour moi? Mystère. Tu sais, à la librairie Siloé, j'ai tout trouvé. Livres, crèches, CD, artisanat monastique. Pour réussir vos cadeaux de Noël, la librairie Siloé à Nantes, près de la cathédrale. Une fenêtre Jeannot, c'est un cadre, comme celui d'un tableau. C'est un cadre de vie, le vôtre. Depuis plus de 50 ans, le réseau français de menuisiers créateurs Jeannot conçoit et pose des fenêtres et portes sur mesure pour vous aider à créer vos plus beaux cadres de vie. Jeannot, menuisier créateur. Changez votre cadre de vie sur jeannot.com. 7h06 sur Radio Fidélité et comme chaque vendredi matin, Tiffaine Cellier part à la rencontre des communautés chrétiennes de notre territoire avec le Tour des Clochers. Alors, bonjour Tiffaine, aujourd'hui vous êtes à Saint-Gildas-des-Bois. Bonjour Clara, bonjour à toutes et à tous. Tout à fait, ce matin nous avons installé nos micros à la paroisse de Saint-Gildas-des-Sources, ici à Saint-Gildas-des-Bois, commune à mi-chemin entre Redon et Saint-Nazaire, où l'histoire se mêle à la nature. Paroisse et commune que l'on va découvrir tout au long de cette matinée avec votre invité fil rouge. Oui, tout à fait Clara, je suis accueillie aujourd'hui par le père Pierre Bieler, curé de cette paroisse. Bonjour père. Bonjour Tiffaine, bienvenue. Merci beaucoup, merci de nous accueillir ici ce matin. Père Bieler, vous êtes le curé de la paroisse Saint-Gildas-des-Sources, une paroisse unique avec 5 clochers répartis sur 4 communes, Défréac, Guinrouette, Notre-Dame-de-Grâce, Sévérac et Saint-Gildas-des-Bois. Alors pendant cette première demi-heure, on va plonger avec vous dans votre parcours, découvrir votre vision du ministère et évoquer votre arrivée ici à Saint-Gildas-des-Sources. À partir de 7h30, 3 paroissiennes engagées et un jeune paroissien viendront nous parler de leur paroisse, leur mission et les projets qui font vibrer cette communauté. Et vous allez voir, les jeunes ont clairement trouvé leur place. Des collégiens viendront même nous offrir un extrait de leur chant de catéchèse. Enfin, on espère s'ils se sont levés, bien sûr. À 8h, cap sur la vie municipale. Le maire de Saint-Gildas-des-Bois nous rejoindra pour parler de l'actualité locale et des liens entre la ville et la paroisse. Et puis à 8h20, Clara, nous plongerons dans l'histoire avec sœur Monique Judic de la congrégation des Sœurs de Saint-Gildas qui nous racontera l'histoire de l'abbaye Saint-Gildas. Et pour conclure ce tour des clochers, à 8h45, Marie Romsey et Anne-Emmanuelle Coquille nous parleront du grand spectacle prévu à l'occasion des 1000 ans de l'abbatiale en 2026, un anniversaire exceptionnel. En somme, une matinale riche en rencontres, en histoire et en musique qui vous fera découvrir toute la vitalité de la paroisse Saint-Gildas-des-Sources et de sa communauté. Et qui commence maintenant Tiffaine sur Radio Fidélité. Le Tour des Clochers vous est présenté par la Maison du Bon Pasteur, EHPAD associatif au service des prêtres et des laïcs dans le quartier Saint-Donatien à Nantes. Jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Cellier et ses invités. Père Pierre, c'est pas la première fois que je vous rencontre. J'avais eu la chance de pouvoir vous interviewer à quelques jours de votre ordination, le 25 juin 2023. Vous aviez alors 40 ans, je laisse faire le calcul. Votre parcours est atypique, puisque les habitants d'Oudon, dont vous êtes originaire, vous connaissent comme l'ancien directeur de l'école Saint-Joseph. On va y revenir, mais avant cela, on va revenir un petit peu en arrière. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de 4 enfants, et vers 10 ans, la question de devenir prêtre s'est posée. Qu'est-ce qui s'est passé en vous à ce moment-là ?
Je me souviens, dans l'église Saint-Martin à Oudon, j'étais enfant de chœur. Et je vois assez précisément dans le chœur de l'église, à côté de l'autel, je me suis dit, quand je serai grand, je serai prêtre. Il montre un dessin. Le père nous montre un dessin d'un enfant où il y a écrit « Quand je serai grand, je serai prêtre ». C'est un de mes neveux qui m'a fait ce dessin sur ma commande. Alors c'est toujours difficile de raconter une expérience intérieure, mais en voyant le prêtre de ma paroisse, voilà, je me suis dit que c'était une belle manière de donner ma vie. Mais vous avez mis, Pierre, vous avez mis du temps à faire le pas, alors même que vous avez senti l'appel à 10 ans. Il y a l'intervention de votre oncle là-dedans, si j'ai bien compris. Pourquoi tout ce temps ? Je crois que le Seigneur avait besoin de me façonner. J'étais assez réservé. Et c'est vrai que mes engagements en paroisse comme organiste, comme responsable de la confirmation, voilà, ça m'a permis de grandir en confiance en moi. Je ne me serais pas vu rentrer au séminaire juste après le bac, même si le désir était là tout au long de mon collège et de mon lycée. Peut-être j'attendais que Dieu me fasse une confirmation plus sûre, mais j'ai jamais vu les lettres dans le ciel. Voilà, je t'appelle. C'est à travers des prêtres, des personnes. Et c'est vrai que mon parrain a beaucoup compté dans mon parcours, parce qu'il était directeur de l'école Saint-Joseph à Oudon. J'ai fait pas mal de stages où j'ai été moi-même élève et ensuite directeur. Et c'est vrai que je voyais qu'il donnait confiance aux élèves. Voilà, donc je crois qu'il m'a aidé aussi à prendre confiance en moi. Et en 2016, vous prenez une décision radicale, alors même que vous êtes directeur de cette école, Saint-Joseph. Vous n'avez pas bougé d'ailleurs, vous êtes resté à Oudon, fidèle à Oudon. Alors j'ai quand même fait d'autres écoles, à La Rouxière, à Villepot, le temps de la formation aussi. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé dans l'école de mon enfance, où on a fêté les 150 ans en 2013. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un lien avec les sœurs de Saint-Gilda qui ont travaillé dans cette école. Et voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez enraciné. Et voilà, l'école, c'est un lieu où on fait grandir les enfants, mais aussi comme adulte, j'avais à cœur que mes collègues aussi puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je crois qu'au contact des enfants, ça m'a aidé moi-même à prendre confiance en moi et pouvoir annoncer le 22 février 2016. Voilà, je quitte mon métier que j'aime bien. Mais quel a été le déclencheur pour que finalement vous dites ça y est, c'est maintenant ? Eh ben, je crois que c'est les années qui passaient. C'est venu petit à petit finalement. Je voyais que je vieillissais, je me disais il faut vraiment prendre les moyens, et ce qui m'a aidé c'est l'accompagnement spirituel et puis de frapper à la porte du service des vocations pour qu'il m'aide aussi à discerner. On l'a dit, hein, vous étiez professeur des écoles et directeur dans l'enseignement catholique, mais vous disiez à l'époque que c'était pas vraiment un nouveau départ, c'est-à-dire c'est dans la continuité, parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui se disent que c'est... une rupture ? Mais pas du tout. Pour moi, c'est la suite. Comme directeur, c'était déjà ma mission auprès des enfants. Et là, je vois que comme prêtre, ça continue à se déployer pour les enfants, les jeunes et leurs familles. Ça prend une autre dimension. Mais il y a une question de transmission, c'est ça peut-être ? Le rapport entre prêtre, finalement, et professeur ? Oui, et puis d'essayer de révéler le meilleur de chacun. J'aime beaucoup Saint Jean Bosco qui dit que la confiance est la clé de tout. Il faut s'appuyer sur les points forts d'un enfant pour qu'il progresse. Et je crois que le Seigneur, c'est ce qu'il fait avec nous. Il essaye de prendre le meilleur, de nous encourager. Et c'est ça que je trouve très beau chez un éducateur, chez les parents, chez les enseignants, d'essayer d'élever l'enfant. Et le prêtre, c'est sa mission aussi. Et vous avez célébré une de vos premières messes à Oudon, n'est-ce pas ? Oui. Juste après votre ordination, c'est à Oudon que vous avez célébré votre première messe. Comment ça s'est passé ? C'était le samedi qui a suivi le 25 juin, donc c'était le 1er juillet. J'étais assez ému d'être dans le cœur, là où j'avais pensé être prêtre à 10 ans, et voilà, célébré comme prêtre, avec aussi beaucoup de gens assez éloignés de l'église pour certains, mais touché de voir l'enseignant, le directeur qui était présent. Et il y a quelques jours, j'ai reçu un petit SMS du père Benoît, qui est vicaire à Ancenis, qui me dit j'ai rencontré Nina. Benoît de Vasselot, une de tes anciennes élèves. Elle m'a parlé de toi et voilà, apparemment ça a pu peut-être compter dans son parcours et elle m'a demandé le baptême. Ouf. Donc ça m'a fait chaud au cœur en recevant ce message du père Benoît. Voilà. Votre famille était étonnée ou pas ? Je réfléchis, après tant d'années, est-ce qu'ils se disaient qu'un jour ça viendrait, ou est-ce que ça a été pour eux quelque chose d'assez étonnant ? Je l'avais déjà partagé un peu à mes parents. J'ai une de mes collègues, une de mes amies, Christelle, en petite section, qui avait résumé
on est étonné mais pas surpris. Donc heureusement, ça veut dire que j'avais quand même une cohérence de vie. C'est rassurant. Merci Père Pierre pour ce retour sur votre chemin de vie. Et maintenant, comme chaque matin, place à la parole de Dieu. Écoutons l'évangile de ce vendredi, tiré de Saint Luc, chapitre 21, versets 29 à 33, commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent du diocèse de Nantes. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Rappelez-vous le passage que nous avons entendu mardi. Les apôtres demandaient « Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Nous avions alors souligné que Jésus, dans un premier temps, ne répondait pas à la question. Puis, il nous a révélé toute la semaine des signes de l'accomplissement des Écritures. Des signes qui nous permettent d'annoncer que le royaume de Dieu est proche. L'annoncer avec autant de certitude que les bourgeons du figuier annoncent l'arrivée du printemps. Ainsi, le royaume de Dieu est proche. De mauvais esprits diraient « Depuis 2000 ans, le royaume de Dieu est proche et nous attendons toujours. » Pourtant, les signes n'ont pas manqué. Des hommes, à toutes les époques, s'en sont servis pour effrayer les plus crédules. Et notre attente finit par nous paraître vaine. Pourtant, nous ne nous désespérons pas. Derrière chaque signe annonçant la fin des temps et l'avènement du royaume, nous voyons des hommes et des femmes qui agissent en son nom, qui sont inspirés, qui reçoivent la grâce du langage et de la sagesse pour être des témoins vivants de la bonne nouvelle. Même s'ils sont trahis, dénoncés, humiliés, quelquefois tués, ces hommes continuent à témoigner au nom de Jésus. Et nous avons en tête les nombreux martyrs de l'histoire. Derrière chaque signe, il y a des hommes et des femmes qui se redressent, qui relèvent la tête, qui ne se laissent pas abattre par les mauvaises nouvelles, la misère, qui ne se laissent pas détourner pour suivre de faux prophètes et de faux dieux. Alors oui, cette parole du Christ est pleinement agissante et vivante. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Quelquefois notre attente nous paraît vaine. Nous sommes conscients de ne pas toujours agir au nom du Christ. Nous cédons à la peur, nous nous accrochons à nos certitudes, à nos possessions. Nous courbons l'échine en attendant des jours meilleurs. Nous cédons au découragement face à l'injustice et à la folie des hommes. Et à ce moment-là, une parole vient nous soutenir. « Mes paroles ne passeront pas », nous dit Jésus. Le royaume de Dieu est en marche. Le Fils de l'homme revient avec puissance et grande gloire. De cela, nous pouvons être certains. Alors encore une fois, soyons vigilants pour savoir le reconnaître quand il viendra. De retour à la paroisse Saint-Gildas des Sources pour notre tour des clochers, on vient d'entendre l'évangile j'allais dire de Matthieu, mais c'est pas Matthieu, je me trompe, c'est Luc, chapitre 21, versets 29 à 33, commenté par Patrice Dupin, diacre permanent. Avant de parler de votre arrivée ici à Saint-Gildas-des-Bois, j'aimerais que vous nous partagiez un petit peu comment cet évangile que nous venons d'entendre vous rejoint, vous personnellement, Père Pierre Bieler. Qu'est-ce qu'il vous inspire ? Vous parliez de signes tout à l'heure, Luc nous parle là de signes. J'aime bien l'image tirée de la nature, les bourgeons. Il y a quelque chose aussi de discret, de petit. Et c'est ce qu'on essaye de vivre aussi avec mes frères et sœurs paroissiens, essayer d'être attentifs à ces petits signes que l'amour de Dieu travaille les cœurs. Même si il y a des épreuves, des difficultés,
Voilà, il y a ces petits bourgeons, le royaume de Dieu est en croissance. Quelles ont été vos premières impressions justement en arrivant ici à la paroisse Saint-Gildas des Sources? Alors je précise à nos auditeurs qu'on est très très bien accompagnés ce matin, puisque autour de nous il y a plusieurs paroissiens assis là qui se sont levés tôt pour venir participer à cette émission. On sent donc là une vitalité de la paroisse. Je suis accueillie les bras grands ouverts, il y a du café chaud. Mais vous, comment ça s'est passé? C'était votre toute première paroisse. Racontez-nous. Je me revois arriver le 15 juillet à l'invitation du père Sébastien de Croulard, le vicaire général. Donc j'arrivais de la 4 voies, et là, après Dreyféac, j'ai aperçu le clocher typique de Saint-Gildas. Père Sébastien m'a fait visiter un petit peu les lieux. J'ai vu qu'il y avait un beau jardin. Donc moi, c'est important. C'est important, oui. C'est un beau lieu pour se ressourcer. J'aime bien jardiner, et puis c'est vrai qu'avec les jeunes, ça permet d'avoir de l'espace pour jouer. Et puis les choses se sont faites peu à peu, parce qu'il faut du temps pour s'apprivoiser. Ouais. Mais il y avait toute une équipe de paroissiens qui m'a bien accueilli, qui m'a accompagné. Et là, il y a une partie ici qui est ici ce matin. Pastorale qui est là. Ouais. Voilà, donc on est vraiment en équipe et en famille. Comment on arrive comme ça quand on a sa toute première paroisse? Est-ce que c'est comme un jour de rentrée à l'école où on se dit je suis dans une nouvelle école, j'ai des nouveaux écoliers, on a un petit peu de stress, on ne sait pas face à qui on va être? Est-ce que c'est un petit peu le même sentiment? Un petit peu, mais c'était assez différent aussi, parce qu'une école c'est très structuré. On voit qui sont nos enseignants, qui sont les élèves, alors que là c'est vrai que je découvrais tout, mais oui, il y avait du vertige. Est-ce que je vais être à la hauteur? J'ai fait confiance à l'évêque et à l'Esprit Saint qui m'avait envoyé ici. Bon, ça fait que 2 ans, hein. C'est encore récent finalement. Oui, mais j'ai l'impression de prendre racine. Les racines commencent à pousser. De me sentir de plus en plus à l'aise et avec des gens que je connais de mieux en mieux. Alors il y a 4 communes, on a dit, 5 clochers, donc Dreyféac, Garouette, j'ai bien compris que on dit Garouette, Garouet ou Garouette? Garouette. Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Gildas des Bois, Sévrac, toutes réunies sous la paroisse Saint-Gildas des Sources. Alors Saint-Gildas, on a bien compris, c'est votre saint patron breton, et on en reparlera plus tard, vers 8h20 avec sœur Monique Judic. Mais pourquoi des Sources? Pourquoi Saint-Gildas des Sources? C'était avant que vous arriviez, mais... Oui, parce que je pense que il y a des petits ruisseaux dans le secteur, et puis la source de l'Esprit Saint. Voilà, c'est une manière aussi d'unifier ces 4 communautés chrétiennes. Oui, j'ai cru comprendre que à ce moment-là, c'était en 2002. Vous me dites, les paroissiens qui sont là, si je me trompe, en 2002, vous avez mêlé l'eau des différentes sources des paroisses actuelles, enfin des paroisses à l'époque, et puis pour marquer l'unité des 5 communautés chrétiennes. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, il y a une j'ai vu ça. Il y a une célébration où chaque communauté apportait de l'eau de sa commune. Bon, c'est un beau symbole. Oui, c'est vrai. Et comment concrètement vous y prenez pour créer du lien justement entre ces 5 clochers? Vous n'êtes pas seul, j'imagine, mais il faut bouger. Il faut arriver à moi, je crois rassembler tout le monde. Beaucoup de choses qui passent par la rencontre, après la messe, avant la messe, d'échanger quelques mots, et puis de vivre aussi des projets communs qui nous rassemblent. Donc c'est vrai que dans la paroisse, il y a beaucoup de moments de convivialité. Il n'y a pas que des petits déjeuners, mais il y a aussi des apéros, des goûters, des repas. Et c'est vrai qu'autour d'un repas, ça rassemble et ça crée du lien entre des personnes mais qui se connaissent assez bien finalement, parce que ça fait un moment que les personnes travaillent ensemble. Et les messes se passent dans des différents clochers selon les dimanches ou les samedis soirs, messes anticipées? Alors c'est fixe, le samedi soir, la messe est toujours à Garouette, et le dimanche matin à Saint-Gildas. Et c'est en semaine où ça tourne dans les différents clochers et même dans les petites chapelles. Au début, je me suis perdu, mais je sais où elles sont. Il paraît que vous avez 120 idées à la minute, c'est ce qu'on m'a raconté. Vous avez plein de projets pour la paroisse, c'est ça? Alors j'essaye aussi... Un peu comme un prof peut-être. Oui, c'est vrai que je suis assez créatif, et puis mes frères et sœurs ici ont aussi pas mal d'idées, donc parfois ils me freinent un petit peu, on essaye de discerner ce qui nous semble raisonnable. On s'est dit qu'accueillir Radio Fidélité, c'était pas mal.
Vous avez un lien avec Radio Fidélité. Je me souviens plus trop ce qui s'était passé, mais il y avait quelque chose lors de votre ordination. Vous aviez cité Radio Fidélité. Oui, parce que c'est vrai que plus jeune, j'écoutais beaucoup Radio Fidélité. Et j'avais écouté une ordination quand j'étais ado. Et à la fin, un des prêtres qui venait d'être ordonné a dit « Maintenant, il y a de la place au séminaire. » Voilà. Donc ça résonnait pour moi. Je me disais, peut-être qu'un jour j'y serai moi-même. Voilà. Et puis c'est vrai que ma grand-mère écoutait aussi pas mal Radio Fidélité, le chapelet, et je sais que ça a continué à accompagner pas mal de personnes. Donc on remplit notre mission. Tant mieux, merci. Quels sont, selon vous, Père Pierre Biella, Père Pierre, c'est pas toujours facile à dire. Quels sont les enjeux principaux que vous identifiez aujourd'hui pour cette paroisse ? C'est vrai qu'on a vraiment essayé de mettre l'accent sur la fraternité, parce qu'une communauté accueillante, ça donne envie de la rejoindre. Et avec toute l'équipe, là, on a vraiment à cœur d'être missionnaire. Ouais. Donc rien de spécialement original, mais ça demande à sortir de nos habitudes, sortir de nous-mêmes, faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé faire. C'est-à-dire ? J'ai aimé, en fait, quand en juin 2024, on a accueilli 11 séminaristes qui sont en formation à Nantes pour 2 jours et demi de mission. Et je crois beaucoup à ce format, en fait, de temps fort, de rencontres. Et par exemple, on est allé témoigner dans les écoles et le collège-lycée. Et le midi, on a mangé dans le self. Eh bien, je me suis rendu compte que c'était possible de continuer à le faire. Donc depuis, je vais déjeuner avec les collégiens. Voilà, et pendant que les séminaristes jouaient au foot, c'est pas trop mon truc, j'ai continué à discuter avec. Vous n'êtes pas sportif ? Pas trop. C'est pas mon point fort. On peut pas avoir que des points forts. Et votre paroisse, vous la définiriez comment ? Une paroisse dont les jeunes ont réussi à prendre leur place, une paroisse qui rajeunit, une paroisse qui arrive à toucher un petit peu aussi toutes les sensibilités ? Parce que c'est ça un peu le défi aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez. Le défi de l'Église aujourd'hui, c'est d'arriver à réunir finalement, sans faire d'unicité, mais de réunir les différentes sensibilités, les différents âges. J'aime bien définir ma mission de prêtre avec 3 mots. Être un homme de consolation, de bénédiction et de communion. Et de fait, je pense que la mission de faire communion, c'est précieux. Donc j'essaye d'être à l'écoute de chacun. Et je pense que le climat familial aide aussi. On n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes attentes, mais c'est le même Jésus qui nous réunit. Oui. Être dans une paroisse rurale aussi, ça change des choses par rapport à une paroisse en ville, où pour vous, il y a une tonalité, une couleur différente ? Après, moi, j'ai grandi en paroisse rurale. Je m'y retrouve bien, c'est plutôt la ville que je connais moins. Mais je vois qu'il y a plein de personnes qui sont prêtes à s'engager. On sent qu'il y a des jeunes, des familles qui nous rejoignent peut-être par le biais du patronage, par le désir aussi que le Seigneur met dans les cœurs de demander le baptême. Donc il y a de la vie, on ne s'ennuie pas. Patronage dont on va parler juste après. Merci Père Pierre pour ces premiers échanges. On continue notre tour des clochers en direct de la paroisse Saint-Gildas-des-Sources. Dans quelques instants, nous serons rejoints par des paroissiennes engagées, mais aussi des jeunes paroissiens qui se sont levés tôt, enfin on espère, oui, me dit-on, pour venir à la rencontre des auditeurs de Radio Fidélité. Surtout, restez avec nous, ils nous réservent des surprises. Ce sera juste après la météo. Vous êtes sur Radio Fidélité et jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Tiffaine Cellier et ses invités reviennent dans quelques instants. Toutes les assurances se valent, me direz-vous ? Eh bien non. La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif. Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 € à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget. Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel. Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site. Chérie, pour le réveillon, tu as pensé à un cadeau pour maman ? Ah oui, le livre dont elle m'a parlé dimanche dernier. Et pour Antoine ? C'était pas une crèche qu'il voulait ? Et pour moi ? Mystère. Tu sais, à la librairie Siloé, j'ai tout trouvé. Livres, crèches, CD, artisanat monastique. Pour réussir vos cadeaux de Noël, la librairie Siloé à Nantes, près de la cathédrale. Hiver comme été, soyez toujours protégés avec la mutuelle Saint-Christophe Assurance. Pour vos contrats santé, auto, habitation, faites le choix d'un assureur catholique et solidaire.
Renseignez-vous sur saint-christophe-assurance.fr. Et pour votre météo du jour, c'est une journée plutôt humide qui s'annonce. Seuls les parapluies seront vos meilleurs alliés aujourd'hui. Ce matin, le ciel est partiellement couvert avec quelques pluies, notamment dans le sud. 11 degrés est attendu à Pontchâteau, Nord-sur-Erdre et Savenay, 14 à Clisson, Valette et Le Palais et 13 degrés pour nos amis de Saint-Gildas-des-Bois. Cet après-midi, les nuages persisteront et quelques averses modérées resteront présentes, notamment dans le sud du département. Quelques rayons de soleil pourront faire leur apparition dans la moitié nord. Des températures attendues entre 13 degrés à Rezé, Bougnay, Saint-Herblain, 14 pour Mauves-sur-Loire, Oudon et Carquefou et 13 degrés du côté de la côte sur Saint-Jean-de-Mont, Noirmoutier ou encore la Fromentine. En soirée, le ciel reste plutôt gris et humide avec un voile de brume qui pourra s'installer localement. 9 degrés attendus à La Planche, Gorges et La Fouessière, 8 degrés à Monnières, Château-Thébault et 12 degrés à Saint-Brévin, Taron-Plage ou encore Saint-Viaud. Pour ce qui est des marées, la marée basse est prévue à 20h03 aujourd'hui. Prochaine marée haute à 11h51 avec un coefficient de 45 pour aujourd'hui. Voilà pour votre météo du jour. On retrouve tout de suite Tiffaine et ses invités pour le Tour des Clochers qui sont toujours en direct de Saint-Gildas-des-Bois. C'est le Tour des Clochers. Et oui, il est 7h31 et nous poursuivons notre tour des clochers en direct de la paroisse Saint-Gildas-des-Sources en compagnie du père Pierre Bieler. Nous entrons maintenant dans les coulisses de cette communauté à la rencontre de celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Et pour cela, trois paroissiennes engagées sont avec nous, accompagnées de Soren, un jeune paroissien très dynamique. Mais avant toute chose, sachez que en ce moment, je suis entourée, très bien entourée. En face de moi, 11 jeunes, pas moins de 11 jeunes de 7 à 15 ans se sont levés tôt pour vous offrir leur chant de catéchèse Dieu dans nos vies. Alors Père, il y a qui là autour de cette table? Dites-nous les prénoms, qu'on les présente. Alors il y a Soren, Lise, Luna, Cassie, Amaury, Loris, Adam, Timothée, Théo, Rose et Benjamin. Bonjour à tous, merci d'être là. Eh ben, on vous écoute. À la rencontre de Jésus, il te fait signer ta paix. Viens, tu ne seras jamais déçu, il te promet la vie nouvelle. Merci beaucoup à tous pour ce très beau chant. Restez bien avec nous. Vous reviendrez et vous restez là puisque vous allez nous offrir un dernier chant pour conclure cette demi-heure de vie paroissiale. Alors maintenant, je me tourne vers vous, Sylvie Coquelin. Est-ce que Sylvie... Voilà, Sylvie est là. Je me disais. Je me tourne vers vous, Sylvie. Vous êtes coordinatrice pastorale paroissiale et membre de l'EAP, bénévole, on peut dire bénévole multicasquette entre secrétariat, comptabilité, mission pastorale, et ça depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre cette mission ? Alors, ce qui m'a donné envie de cette mission, c'est que j'ai pris ma retraite relativement tôt et donc j'avais du temps disponible. Et quand on m'a proposé de faire la comptabilité, au départ, j'ai commencé par la comptabilité de la paroisse. Donc, j'ai accepté. Bien que je n'étais pas comptable de métier, donc j'avoue que ça m'a travaillé un petit peu quand même. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai pris en charge une partie du secrétariat. Et quand le père Pierre est arrivé, il m'a proposé, avec la nouvelle organisation des paroisses, de prendre la mission de coordinatrice, que j'ai accepté tout en restant bénévole, puisque pour moi c'était très important de rester bénévole. Mais oui, c'est ça. Pourquoi ? Alors on est passé des laïcs en mission, les fameuses LEM, au CPP depuis le début du Tour des Clochers. On a entendu parler de cette nouvelle fonction au sein des paroisses. Elles sont généralement rémunérées. Pourquoi avoir voulu rester bénévole, Sylvie ? Pour moi, c'est ma façon de servir l'Église et de servir ma paroisse, en fait. Je donne de mon temps pour le Christ, pour la paroisse, pour l'Église. Et comment vous décririez votre paroisse ?
Je dirais que c'est une paroisse qui revit, qui est dynamique. Avec l'arrivée du Père Pierre, il y a un nouvel élan qui s'est mis en place et on sent qu'elle revit. Il y a des nouvelles familles, il y a des jeunes. On le voit ce matin, il y a des jeunes qui viennent avec différentes choses qui se sont mises en place. Le patronage, les dimanches ensemble. Oui, on va parler de tout ça. Une fois par mois, donc ça fait venir toutes les générations en fait. Et oui, une fois par mois, souvent alors les paroisses du diocèse organisent des messes, on appelle ça des messes en famille. Hein. Oui. C'est des messes qui prennent peut-être plus en considération en tout cas les jeunes. Parfois la liturgie est allégée ou en tout cas et on fait un choix de chant que les jeunes connaissent bien. Alors vous l'appelez Dimanche ensemble. Et pourquoi ce nom ? Alors au départ, on disait messe des familles, et en fait on s'est rendu compte que ça n'était pas uniquement pour les familles, puisque tout le monde, tous les paroissiens sont invités à nous rejoindre. Et donc la particularité, c'est qu'avant la messe, il y a des temps de rencontre. Donc les jeunes qui se préparent à la première communion se rencontrent avant la messe, et il y a aussi la préparation à la confirmation, où ils prennent le petit déjeuner ensemble. Et donc ce sont des temps très très fraternels. Et puis au cours de la messe, donc il y a un temps pour les plus jeunes, le temps de la parole, de la parole. Donc nous avons deux mamans qui prennent en charge les plus jeunes et qui les accompagnent pendant ce temps de la parole. Et puis la messe se termine par un vers de la fraternité qui est de plus en plus apprécié. Et on va y revenir. Père, vous pouvez intervenir si vous souhaitez parler. Non, je disais vous n'êtes pas muselé. Avec les jeunes, on aime bien terminer par un jeu. Sur la place de l'abbatiale. Donc là, il y a des organisateurs de jeux, ballon chasseur, ballon prisonnier. Mais c'est génial. Et ils nous font des signes. C'est génial. Et on va revenir avec justement Geneviève et Gwenola. Mais je voudrais juste revenir 2 minutes, Sylvie, si vous me permettez, sur l'arrivée du Père Pierre, pour qui c'était la première paroisse. Comment ça s'est passé ? Vous étiez là pour l'accompagner ? Oui, alors toute l'équipe EAP, qui ne s'appelait pas EAP encore, nous étions là pour l'accueillir et puis essayer de le soutenir dans sa mission, parce qu'il fallait qu'il découvre la paroisse. Donc on a essayé d'être présent à ses côtés pour l'aider dans la découverte de la paroisse et dans sa mission. Peut-être lui donner une carte ou lui donner un GPS pour retrouver toutes les églises et les clochers. Ou aider le bébé prêtre à faire ses premiers pas. Nous sommes toujours en direct de la paroisse Saint-Gildas des Sources. Et puis on va maintenant se tourner vers Geneviève. C'est le tour des clochers. Bonjour Geneviève. N'hésitez pas à vous rapprocher du micro. Ici à la paroisse, vous êtes responsable de la préparation à la confirmation et puis directrice adjointe du petit patronage. Quel titre ? Faut assumer. On sent une vraie présence des jeunes. Bon, je l'ai déjà dit, mais dans la paroisse, justement, ici, ils s'investissent de quelle manière ? Quelles sont les différentes propositions que les jeunes ont pu s'approprier ? Alors, nous avons le patronage, donc, notre devise, Sorel. Ici on prie. On n'a pas entendu. Allez-y, redonnez le micro. Ici on joue, ici on prie. Bonjour Sorène. J'allais te poser des questions après, mais je te dis quand même bonjour. Tu as 11 ans et tu fais partie du petit patronage de la paroisse. Peut-être qu'on peut te demander en même temps, qu'est-ce que tu aimes dans le patronage ? Qu'est-ce qui te plaît ? On est ensemble et on mange ensemble. Et ensemble, c'est qui ? Il y a qui Il y a d'autres élèves de l'école Saint-Joseph et de Gabriel Dehaye. Gabriel Dehaye, c'est le collège. Hein. Et après, on joue et on fait un petit moment. On se met devant le Père Pierre. Il nous parfois dit l'évangile ou on chante un chant. Et voilà. Alors, je reviens à vous, Geneviève. Donc, il y a le petit patronage. Oui, il y a la confirmation, donc une proposition de confirmation. 5 jeunes qui viennent d'être confirmés en 2025, la semaine dernière.
Et nous commençons le parcours avec 5 autres jeunes pour le parcours 2025-2026. Bon. Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à prendre cette mission au sein de la paroisse ? Ah, l'autre jour, quand on m'a posé la question, j'ai dit que c'était une évidence. Ah oui ? C'est-à-dire ? Je crois que je souhaitais entrer dans la paroisse depuis déjà quelques années, puis ça s'était pas fait. Et donc, il était temps, la retraite aide. Oui. Donc, j'étais enseignante. Donc, comme disait Père Pierre tout à l'heure, le désir de transmettre que Jésus nous aime tous et les jeunes doivent le savoir, doivent l'entendre. Surtout les jeunes, c'est surtout ça qui vous a attiré finalement. Ah oui, mais oui, là aussi une évidence. Et donc on parlait du petit patronage, vous l'avez lancé très concrètement en février dernier et vous avez même suivi une formation pour ça. C'était important pour vous de vous former justement pour accompagner au mieux et puis pour savoir comment fonctionne un petit patronage ? Ah ben oui, c'était indispensable. C'était indispensable. Moi, du patronage, je reconnaissais ce que mon papa me disait. Votre papa avait créé le patronage aussi ? Dans la commune où il était, oui, enfin, avec les prêtres. Hein. Puisque ça se passait toujours avec des prêtres, en fait. C'était les prêtres qui étaient l'animateur et qui soufflaient l'idée, l'activité. Autrefois, c'était le théâtre, l'équipe de foot, le groupe de musique. Enfin, nous, on est restés plus petits. Alors, je crois que c'était important, oui, cette formation. On a fait une journée à Paris. Et ça nous a... 2 journées à Paris, très juste. Avec vous, hein, Père ? Et donc, on a... Oui, moi, je savais pas comment on pouvait actuellement créer un groupe de patronage. Donc, je crois que cette formation nous a aidés. Et puis maintenant, on a combien de jeunes ? 8 jeunes ? Une dizaine de jeunes tous les mercredis. Ouais. Sauf pendant les vacances. On joue, on prie. On mange ensemble. Comme disait Sorène, c'est ça qui est important. Donc ça a bien pris auprès des jeunes. En faisant le tour des paroisses, je me rends compte que le patronage reprend un peu du poil de la bête, entre guillemets. C'est quelque chose qui existait il y a longtemps, qui n'a plus eu vraiment d'existence pendant un certain nombre d'années. Et là, ça revient en force. Comment vous expliquez ça, Père, ou même vous, Geneviève ? Comment vous expliquez ce retour du patronage dans les paroisses ? Dès que je suis arrivé en paroisse, Gwenola, qui va parler tout à l'heure, m'avait dit que ça serait bien qu'on lance un patronage. J'étais tout à fait pour. Et on a été accompagné par Esprit de Patronage, donc un incubateur qui est lié au Bon Conseil, un patronage parisien. Je crois qu'en fait, on a tous ce désir d'une vie fraternelle, d'une vie simple. Et le patronage montre qu'être chrétien, ça colore toute la vie. La maman de Théo, elle dit que son fils, il aime bien venir dans notre paroisse parce que il y a de la bienveillance. Ah. Et donc là, tu te sens bien, pas jugé. Et voilà, c'est ce qu'on désire comme chrétien. Voilà, donc je pense que le patronage répond à tous ces aspects désir des jeunes. Et voilà, il y a une mise en œuvre aussi qui est un peu évidente parce que c'est vrai que j'ai autour de moi plein d'éducateurs. Une manière de redonner une place aux jeunes, ou en tout cas de leur donner, d'ouvrir les portes. Sorène, la petite devise, elle te parle bien, la devise du patronage. Pour toi, ça a du sens d'aller au patronage. Ça te conforte dans l'idée que Jésus t'aime ? Oui. Oui. Il y a des jeunes de quel âge à quel âge au petit patronage ? De 7 ans à 12 ans. Ouais. Un peu plus ? 16 ans. Et les grands s'occupent des plus petits ? Oui. Ouais. Ils sont sympas ? Oui, ils sont sympas. En plus, il y a des exposés. Chaque jour, il y a une roue et on a des responsabilités chaque jour. Chaque mercredi. Chaque mercredi. Vous vous retrouvez tous les mercredis ? Oui. Et c'est quoi les responsabilités ? Arroser, ça veut dire servir de l'eau. Ouais, arroser. Exposer, et un exposé. Un exposé, raconte-moi, c'est quoi ? En fait, moi j'ai déjà, on peut prendre un saint, des pays, tout ce qu'on veut et on parle de ça. Ah oui, le Père Pierre me montre un exposé de Saint-Jean Berchemont, je le dis mal. Je ne sais pas. Ça, c'est ton exposé ? Oui. Ah oui. Pour faire connaître aux autres des saints. Oui. Pas mal.
Qu'est-ce que tu aimes le plus au petit patronage en dehors des... Jouer ? Oui, jouer. Et alors, j'ai entendu dire que tu étais aussi lecteur à la messe. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de lire comme ça devant une assemblée ? D'apporter des choses. Est-ce que tu as peur quand tu montes sur l'autel pour lire devant tout le monde ? Non. C'est une grosse responsabilité, non ? Pas trop. Pas trop ? Est-ce que tu es formé ? Est-ce qu'on te dit comment lire ou pas ? On t'a expliqué un petit peu ? Baisser le micro, mais autrement, ça va. Prendre son temps aussi, parler doucement, fort. Il a une bonne formatrice à la maison, Amélie, qui l'aide bien. Sa maman. Ah, c'est important. T'es fière quand tu vas lire à la messe ? Oui. Ouais. Et puis, tu te prépares à recevoir la première communion ? Je l'ai déjà Non, reçue. tu l'as reçue. Non, par contre, tu te prépares à la profession de foi. Oui, pardon, je me suis mélangée dans les âges. Avec un élève qui est là-bas. Avec qui ? Dis-moi. Avec qui ? Avec Benjamin. Benjamin, tu te prépares aussi. Et alors, qu'est-ce que tu attends de ce moment-là ? Qu'est-ce que ça te procure ? Est-ce que tu l'attends comme quelque chose qui va t'aider à grandir ou... Pour m'aider à grandir au collège aussi. Parce ouais. Tu dis au collège que tu prépares ta profession de foi ? Non. Non. Je l'ai pas encore dit. Tu n'as pas encore dit. Et t'es content de la préparer ? Oui. Il y a beaucoup de rendez-vous pour préparer la profession de foi ? Oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va pour la profession de foi ? Est-ce que tu sais un petit peu en quoi ça consiste ? À renouveler sa foi. Ouais. Bravo. Eh ben écoute, c'est super. On dit souvent que les jeunes, ils apportent beaucoup de joie à la paroisse. Toi, est-ce que tu as l'impression d'apporter de la joie ? Oui. Ah oui. Ah oui. Tout le monde acquiesce. Et qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu viens soit à la paroisse, soit à l'église ? En fait, je comprends mieux la messe depuis que j'ai fait ma première communion. Ah oui. Que ça m'aide. Ouais. T'aimes bien la messe ? Oui. C'est pas trop long ? Non, ça va. Ça va avec le Père Pierre ? Oui. Il arrive à te capter, à tenir l'attention ? Est-ce que vous vous retrouvez le dimanche à la messe, là, entre jeunes ? Vous êtes content de vous retrouver à la messe ? Parfois, je vois des élèves. Ouais. Oui. On a toute une équipe de servants d'hôtel et de servantes de l'Assemblée, si bien que au moment de la consécration, on n'a plus assez de place dans les marches. Ah Ils ouais. sont très nombreux, il y en a plusieurs qui sont là. Est-ce qu'il y a un servant d'hôtel ici ? Ah. Est-ce que quelqu'un veut me dire un mot sur le service d'hôtel ? Venez, viens. Viens donc derrière le micro. Venez, dites-moi. Qu'est-ce qui vous plaît dans le service d'hôtel ? Comment tu t'appelles ? Amaury. Amaury, qu'est-ce qui te plaît dans le service de l'hôtel ? C'est par exemple servir Jésus, parce que c'est important aussi d'aller à la messe, de renouveler sa foi, parce que par exemple plus tu communies, plus tu te relies avec Jésus, ouais. Et plus tu te confesses, plus tu as une amitié plus forte avec lui. Disons, il faudra les écouter tous les jours, ces enfants. Oh, c'est incroyable. Et toi, tu t'appelles comment ? Adam. Adam. Et Adam, toi, qu'est-ce qui te plaît dans le service d'hôtel ? Déjà de communier. Ouais. Et d'aider peut-être le père ? Oui. Dans le service ? Parce que tout seul, c'est un peu compliqué. Oui. Il y a des filles aussi dans le service d'hôtel ? Ah, quand même, il y en a, elles sont là. Mais les filles, elles aiment moins prendre la parole, elles osent moins. Mais on les voit. Il y a Lise là, qui est... Alors Lise, tu as quel âge ? Mets-toi derrière le micro. Les jeunes prennent place au fur et à mesure, j'explique aux auditeurs. Lise, tu as quel âge ? J'ai 13 ans et demi. 13 ans et demi. Et tu es au service d'hôtel aussi ? Oui, ça va faire depuis que le Père Pierre il est arrivé. Ouais, donc presque un peu plus de 2 ans. Et qu'est-ce qui te plaît, toi ? Moi j'aime bien parce que c'est un moment aussi de retrouvailles en dehors du collège par exemple. Ouais. On tisse des liens aussi parce qu'on se rapproche plus. Moi aussi, vu que je suis servante responsable, je guide et ça me plaît beaucoup parce que j'aime bien apprendre aussi. Et tu transmets aux plus jeunes en fait, tu expliques. Voilà. Toi-même, tu as été formé pour savoir comment il fallait faire, les gestes, etc. Oui. Donc tu transmets.
J'imagine que ça doit être. Vous le vivez un peu comme une grâce là, d'avoir autant de servants d'hôtel. C'est pas toujours le cas de pouvoir en trouver si facilement comme ça, Père Pierre. Oui, c'est vrai que c'est une joie de voir tous ces jeunes investis dans la paroisse. Et puis il y a d'autres moments là, c'est vrai qu'avec Anne-Emmanuelle Coquille, l'animatrice en pastorale du collège-lycée, on a lancé des soirées JMP, jeux, messe, pizza. Donc il y en a plein qui sont là. Et Lise, par exemple, a chanté à la dernière messe. Et d'entendre sa voix, on était tous émus parce que elle prend de l'assurance et elle nous aide à prier. Donc c'est beau le vendredi soir de voir une quarantaine de jeunes à la messe avant de partager les pizzas et puis JPMP. Non, JMP. JMP. Jeux, messe, pizza. Mais c'est génial. Mais en fait, finalement, c'est peut-être ça la clé pour faire venir les jeunes aussi. Bon, ça passe par le ventre. La preuve, c'est que vous êtes allé acheter des pains au chocolat ce matin. Mais non, mais le Christ, il nous a réunis avec du pain. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est de se dire, on se retrouve dans un moment convivial avant. C'est vrai qu'on mange beaucoup dans l'évangile. Bah oui. Donc on essaye de suivre Jésus, de suivre ses conseils. Donc nous aussi, dans notre paroisse, on mange beaucoup. Oui, dit Sorène. Et je vais me tourner pour terminer cette demi-heure. Je me tourne vers vous, Gwénola Godin. Bonjour. Bonjour. Gwénola, vous étiez engagée dans la catéchèse des enfants et vous accompagnez aujourd'hui les premières communions, les catéchumènes et les confirmants, des âges qui sont assez différents. Est-ce que c'est aussi des façons différentes d'annoncer l'évangile ? Alors je dirais non, parce que quand je fais la catéchèse aux enfants, je les prends comme si c'était des adultes. Ah oui. Je ne traduis pas par un langage enfantin et je pense qu'un enfant est capable de recevoir le message évangélique avec l'évangile. Et puis ce que j'essaye aussi surtout, c'est de toucher le cœur et de montrer, pour moi ce qui est très important, et je pense qu'ils l'ont bien témoigné, c'est que Jésus est leur ami, donc pour les enfants et puis pour nous aussi, les adultes, Jésus est là, l'importance de la communion, parce que là est réellement présent Jésus. Ce qui me tient aussi à cœur pour les enfants, c'est de leur dire que Jésus est leur meilleur ami, qui sera toujours là à côté d'eux. Et ce qui tient aussi à cœur, et je pense Père Pierre ainsi que tous les adultes, c'est qu'ils se retrouvent ici dans le presbytère, dans un lieu de paix, d'harmonie, un cocon, parce que la vie en dehors n'est pas toujours facile, la vie au collège n'est pas toujours facile ou au lycée, et que ce soit pour eux vraiment un lieu où ils se sentent bien et où ils ont envie de venir. La preuve, ils sont 11 ce matin. Ah non, mais donc, je suis épatée. Voilà. Ah oui, incroyable. Après, avec les adultes, là, on voit les fruits de ces accompagnements. Là, c'est beau. Ce que je dirais aussi, moi, ce qui me touche particulièrement, c'est quand je les croise, le sourire qu'ils me font. J'ai Benjamin, j'ai Timothée, c'est des enfants que j'ai eu au catéchisme, et au fur et à mesure on les voit fidèles à servir la messe, et c'est la plus belle récompense. Alors je pense aussi quand même qu'on est bien aidé avec Père Pierre, qui par sa profession entraîne également, et je pense à un réel charisme avec les enfants. Voilà. Mais les adultes ne sont pas en reste. Alors les adultes ne sont pas en reste. Alors après, on s'est partagé avec Nick le groupe de catéchumènes et de confirmants adultes, de futurs confirmants adultes. Monique, sœur Monique ? Non, une autre Monique. Madame Cochin, Monique Cochin, parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit avec les adultes, si vous voulez, c'est que on a du mal à les réunir tous au même moment. Et souvent, il faut vraiment s'adapter aux situations professionnelles de chacun. Oui. Donc, moi, ce qui est très beau, c'est que cette année, je vais préparer à la confirmation les parents d'Amaury et de Cassie. Ah oui. Donc, leur grand frère a reçu le baptême à Pâques 2025. Amaury, c'est toi qui les as poussés à vouloir être confirmés ? Un petit peu quand même. J'avais dit que c'était quand même mieux, que ça renforce les liens et que ça t'aide aussi à comprendre la messe, parce que du coup on parle beaucoup de... Et puis il faut confirmer un jour.
faut confirmer. Faut confirmer sa foi. Donc ses parents se sont mariés au mois de mai, donc je pense que ça aussi. Ah oui. Le désir d'être des chrétiens pleinement initiés. Bon bah là, concrètement parlant, on voit une famille, donc ton grand frère, j'ai oublié son nom, Joachim, pardon, qui démarre quelque chose, et on voit cette famille que le Seigneur retourne comme une crêpe complètement, et tout le monde se rallie au cœur de Jésus, et je trouve ça extraordinaire. Et louons Dieu pour ça, quoi, tout simplement. Hein. Je pense qu'on n'a pas non plus des grandes exigences, mais c'est simple. Et je pense aussi, ce qui est très important, c'est que tout le monde se sente accueilli. Il n'y a pas de niveau, parce que des fois j'ai des adultes qui me disent, moi je connais rien, je suis pas à l'aise, je sais pas comment faire, debout, assis, et tranquillement le faire, leur dire qu'il n'y a pas de souci, en fait. Parce que c'est pas facile quand même, hein, parce qu'on est quand même dans une. Pour les non-initiés, c'est pas évident. Pour les non-initiés, c'est pas évident, et je pense qu'ils ont toujours peur du regard des autres, parce que c'est vrai que pour des chrétiens qui sont depuis 50 ans à l'église tous les dimanches. Et je pense que nous, les chrétiens qui sommes à l'église depuis plusieurs années, on doit vraiment faire attention et être vraiment dans l'accueil. Et je pense que c'est le message aussi du Seigneur et de Jésus, quoi. Alors, vous avez mis en place également avec le Père Pierre En vacances avec Jésus. Oui. Et pour ça, vous êtes aidé par 3 jeunes filles. De quoi s'agit-il ? Alors, déjà, je voudrais dire que donc, je suis catéchiste depuis un certain nombre d'années. Et ce qui me tient à cœur, c'est de former aussi les jeunes, parce que je leur dis, moi, dans 15 ans, je prends ma retraite. Hein, donc, il y a Lise, il y en a plusieurs qui Lise pendant 2 ans m'a accompagnée au catéchisme tous les mercredis soirs. Elle était aussi en formation, et elle est pour capable vous aider. Pour m'aider. Et Lise, elle serait tout à fait capable, par exemple, de prendre un groupe. Lise était à ma droite et je regardais à ma gauche. De prendre un groupe je pense, de 6-7 ans. Elle en serait tout à fait capable de les initier. Donc ça, c'est important pour moi qu'on puisse transmettre, et c'est important qu'ils puissent trouver aussi leur place. Et il faut que nous, adultes aussi, on sache leur laisser la place. Ça, c'est important. Et En vacances avec Jésus, très rapidement, c'est 2h30, donc avant Noël, avec un conte ou une histoire de Noël, une carte de vœux. Alors, on s'applique à l'affaire avec Geneviève qui surveille ça de très près. Et après, ce qui nous semblait important, c'est les plus grands vont les porter aux religieuses. Et c'est aussi on fait quelque chose de beau, mais pour quelqu'un d'autre. Aux religieuses de Saint-Gilda. De Saint-Gilda, pardon, voilà. Et puis ensuite, on fera, cette année, alors soit c'est une bougie, enfin c'est du petit bricolage très simple. Là, on va faire une petite composition florale. Et puis là, je pense qu'on va faire Jésus dans la crèche avec de la pâte à modeler. Enfin, voilà, des choses simples, mais en même temps qui les aident aussi à se fixer qu'est-ce que réellement Noël, en fait. C'est le but aussi, quand même, de la mission, de dire Noël, c'est pas les sapins, les lumières, les cadeaux, ça compte aussi, mais c'est quand même la naissance de Jésus, et c'est le faire vraiment tout simplement. Et on accueille tous les enfants. L'année dernière, on a eu des enfants qui n'étaient pas du tout baptisés, et qui viennent et qui sont très heureux. Voilà. Élise, tu as envie de devenir catéchiste après, plus tard, ou même là, dans les années qui viennent, parce que finalement, il n'y a pas d'âge, peut-être. Ça te plairait ? Bah oui, j'aimerais bien. C'est vrai que j'aime bien transmettre, donc oui, pourquoi pas. Père. Elle fait déjà, parce qu'on est ensemble cette année, et je vois qu'elle a vraiment des talents. Elle a pris ça. Elle a pris sa place. Et un très grand merci à tous d'être venus témoigner de votre engagement ici à la paroisse Saint-Gilda des Sources. Pour conclure cette demi-heure de vie paroissiale, on va vous écouter à nouveau. On va écouter votre chant de catéchèse si vous êtes prêts. Viens à la rencontre de Jésus, il te fait signe, il t'appelle. Viens, tu ne seras jamais déçu, il te promet la vie nouvelle. Un immense merci. On aurait encore écouté quelques minutes là, ça aurait été pas mal. Moi, allez, une dernière fois. Rencontre de Jésus, il te fait signe, il t'appelle. Viens, tu ne seras jamais déçu, il te promet la vie nouvelle. Jésus vous souhaite une très belle journée. Merci à tous. Merci beaucoup.
c'est ça, l'esprit du Tour des Clochers, aller à la rencontre de celles et ceux qui font vivre notre diocèse. Nous poursuivons ce Tour des Clochers depuis la paroisse Saint-Gildas des Sources, ici à Saint-Gildas-des-Bois, avec encore une belle heure de découverte devant nous. Dans un instant, nous accueillerons Jean-Pierre Legrand, maire de la commune, pour parler de la vie paroissiale, municipale. Puis Sœur Monique Judic nous racontera l'histoire fascinante de l'abbaye de Saint-Gildas. À 8h45, Marie Romsey et Anne-Emmanuel Coquille nous dévoileront le spectacle préparé pour le millénaire de l'abbatiale, un rendez-vous unique qui fera revivre l'histoire et la beauté de ce lieu exceptionnel. Mais tout de suite, place à l'actualité sur Radio Fidélité. Vous êtes sur Radio Fidélité et jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Tiffaine Cellier et ses invités reviennent dans quelques instants. Toutes les assurances se valent, me direz-vous? Eh bien non. La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif. Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 € à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget. Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel. Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site. Radio Fidélité, il est 8h. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. On vous accompagne ce matin, ce vendredi 28 novembre. Et qui dit vendredi dit bientôt le week-end, mais aussi le Tour des Clochers. Et oui, ce matin, on partage depuis 7h notre matinale avec Tiffaine Cellier en direct de la paroisse Saint-Gildas des Sources. Et depuis ce matin, on découvre ses clochers, son histoire, ceux qui la font vivre au quotidien. C'est très intéressant. Et avant de retrouver Tiffaine et ses invités, l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Bonjour à tous, l'essentiel de l'actualité. L'Assemblée nationale a validé cette nuit la nationalisation d'ArcelorMittal, une première depuis 1982. La proposition LFI a été adoptée par 125 voix contre 41, malgré l'avis défavorable du gouvernement. Les Insoumis assurent que c'est la seule solution pour sauver la filière acier et ses 15 000 emplois. Le texte doit encore passer par le Sénat, dominé par la droite. Les appels au boycott se multiplient pour le Black Friday. Plusieurs géants du commerce comme Amazon, Zara et la Fnac font face à des appels à la grève des représentants du personnel. L'objectif est de profiter de cette période de solde avant Noël pour réclamer des hausses de salaire et plus d'embauches. Mauvaise nouvelle pour les usagers franciliens, le prix du Navigo va grimper l'an prochain. Île-de-France Mobilité propose une hausse de 2 € pour le forfait mensuel qui passe à 90,80 € dès janvier. Selon la région, la somme va servir à financer le réseau et absorber les coûts d'exploitation. Et puis en football, la victoire de Lyon hier soir en Ligue Europa 6-0 contre le Maccabi Tel Aviv. La victoire aussi de Lille 4-0. En revanche, Nice a été battu par Porto 3-0. Et en Ligue Conférence, Strasbourg a dominé Crystal Palace 2-1. Bonne journée à tous. Radio Fidélité, l'information locale à 8h. Et à la une de l'actualité à Nantes, l'association Énergie de Nantes fait passer le courant. Ses citoyens produisent et vendent leur propre électricité renouvelable et séduisent de plus en plus. En un an, ils sont passés de 150 à 700 souscripteurs, soit près de 1500 personnes alimentées. Leur énergie provient de 6 éoliennes au nord du département et d'un moulin hydraulique actuellement en rénovation. L'objectif, développer plusieurs moulins en fermage pour créer des communautés locales d'énergie. Petit exploit supplémentaire. Ils ont même pu baisser leurs tarifs, désormais légèrement inférieurs à EDF, une initiative locale qui commence déjà à attirer d'autres villes comme celle de Concarneau ou Montpellier. À 60 ans, retrouver du boulot, ce n'est pas facile. C'est l'avis de ces deux visiteuses venues au salon de l'emploi dédié aux seniors. 800 personnes étaient réunies, 15 entreprises étaient présentes avec plus de 250 offres d'emploi dans le BTP, l'industrie ou encore la logistique. Selon Synergie, organisateur du salon, les seniors restent victimes de nombreux stéréotypes. À compétences égales, ils ont 3 fois moins accès à un emploi que les trentenaires. Mais certaines entreprises jouent le jeu. À La Chapelle-sur-Erdre, la société Envolia revendique au contraire la ponctualité et la fidélité des plus de 50 ans et assure continuer de recruter des profils expérimentés.
Et si vous avez prévu de danser à Haute-Goulaine, un concert est attendu ce dimanche 7 décembre à 16h à l'église Saint-Radegonde. Le chœur de Goulaine et Gospel Rhapsody interpréteront des chants de Noël et des classiques revisités. De quoi patienter avant l'arrivée des fêtes. L'entrée est bien sûr gratuite et c'est un partenariat avec Radio Fidélité. Voilà pour votre journal d'information locale en ce vendredi 28 novembre. Hiver comme été, soyez toujours protégés avec la mutuelle Saint-Christophe Assurance. Pour vos contrats santé, auto, habitation, faites le choix d'un assureur catholique et solidaire. Renseignez-vous sur saint-christophe-assurance.fr. Et aujourd'hui, le département connaît une journée variable entre nuages et averses locales. N'oubliez pas votre parapluie aujourd'hui. Ce matin, c'est un ciel partiellement couvert qui vous attend. 11 degrés à Pontchâteau, Nord-sur-Erdre et Savenay, 14 du côté de Clisson, Valette et Le Palais, et 13 du côté de la côte à La Bernerie, les Moutiers-Henri ou encore Préfaille. Cet après-midi, des nuages qui restent parfois dominants avec des pluies modérées dans le sud. Quelques éclaircies qui persisteront dans le nord de la Loire-Atlantique. Des températures attendues entre 13 degrés à Rezé, Bougnay, Saint-Herblain, 14 pour Mauves-sur-Loire, Oudon et Carquefou. Et c'est 12 degrés pour nos amis de Saint-Gildas-des-Bois. En soirée, le ciel se couvre et les pluies s'estompent, laissant place à la brume. 9 degrés attendus à La Planche, Gorges et La Effoissière. 8 degrés à Monnières, Château-Thébot et Le Palais. Et 12 degrés du côté de Saint-Brévin, Tare-en-Plage ou encore Saint-Viaud. Pour ce qui est des marées, la marée basse aura lieu aujourd'hui à 20h03, prochaine marée haute à 11h51 avec un coefficient de 45 pour aujourd'hui. Voilà pour votre météo du jour. Je vous laisse retrouver Tiffaine et ses invités en direct de la paroisse de Saint-Gildas-des-Sources à Saint-Gildas-des-Bois où on a posé nos valises aujourd'hui pour le fameux Tour des Clochers. Le Tour des Clochers vous est présenté par la Maison du Bon Pasteur. EHPAD associatif au service des prêtres et des laïcs dans le quartier Saint-Donatien à Nantes. Jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Cellier et ses invités. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième heure du Tour des Clochers. Il est 8h06 et nous sommes en direct de Saint-Gildas-des-Bois au sein de la paroisse Saint-Gildas-des-Sources, toujours en compagnie du Père Pierre Bieler. Au cours de la première heure, nous avons évoqué votre parcours, Père, découvert votre paroisse et échangé avec celles et ceux qui font vivre la communauté des jeunes et des moins jeunes. C'était une demi-heure incroyable avec des chants. J'invite tous les auditeurs qui n'ont pas pu entendre cette première demi-heure, même cette première heure, à se connecter tout à l'heure sur le site de Radio Fidélité pour écouter le replay. Dans quelques minutes, nous plongerons dans l'histoire de l'abbaye de Saint-Gildas avec sœur Monique Judic, sœur de la congrégation de l'instruction chrétienne. Mais tout de suite, nous accueillons Jean-François Legrand. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le maire de Saint-Gildas-des-Bois depuis 2020, une commune de près de 3840 habitants, située à mi-chemin entre Redon et Saint-Nazaire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aux côtés du Père Pierre Bieler. On va commencer par une question très simple. Comment est-ce que vous percevez votre commune aujourd'hui ? Notre commune étant toujours en pleine évolution, 3840 habitants, vous dites. J'ai pas les chiffres réels puisque l'INSEE... Peut-être que je me trompe alors. Non, je ne pense pas, ce sont les chiffres. L'INSEE a réalisé cette année, en début d'année, nous avons fait le recensement et j'ai encore pas les chiffres officiels, mais nous ne serions pas loin de ces 3800 habitants, un petit peu plus peut-être. On a une augmentation raisonnable de notre population qui est de environ 1,5%. Une population qui se rajeunit ? Une population qui se rajeunit, oui. Nous avons des nouveaux arrivants sur notre commune régulièrement, mais aussi des couples qui viennent passer leur retraite, qui se rapprochent du littoral. Ils n'ont pas forcément les moyens d'acquérir une propriété littorale, mais ils reviennent chez nous dans une belle région. Monsieur le maire, Saint-Gildas-des-Bois se trouve à la croisée de plusieurs territoires, entre deux départements. Quelle est votre vision pour la commune et quels sont, selon vous, les besoins exprimés par les Gildasiens aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, vous avez raison. On est au carrefour de trois grandes villes, puisque on est
à mi-distance entre Nantes, Vannes et puis Rennes, donc 60 km. Oui. Donc aux portes de la Bretagne, à la Bretagne pour certains, mais aux portes de la Bretagne. Et notre vision, une vision, je vous le disais, un développement raisonné et raisonnable, avec de belles perspectives. La chance d'avoir une liaison ferroviaire, une gare SNCF, qui sert aussi également à pouvoir venir à Saint-Gildas-des-Bois, mais aussi également aller travailler sur ces grosses agglomérations que je vais vous donner à l'instant. Oui, ce qui permet d'avoir des travailleurs satisfaits, d'avoir une vie à la campagne et pouvoir librement, facilement aller travailler. Vous avez été élu en 2020 dans un contexte sanitaire qui était, on peut le dire, compliqué. Depuis, il y a eu plusieurs projets qui ont vu le jour. Il y a eu la rénovation du centre-bourg, l'aménagement des entrées de la ville, la réhabilitation de la rue des Sports. Quel impact, quelles conséquences ont eu ces réalisations sur la vie quotidienne des habitants ? Eh bien, écoutez, de très bons retours. Vous parlez principalement de l'aménagement du centre-bourg. C'était une place qui était vraiment très minéralisée, qui avait vraiment besoin de verdure, de fraîcheur, et chose que l'on a réussi à apporter et qui est une réussite avec, je le dirais, un petit bémol, quelques pertes de place, mais compensées par des places de parking qui sont importantes, puisque aujourd'hui on se déplace nous encore en campagne énormément en voiture, mais on a réussi à compenser les places perdues devant l'abbatiale avec quelques places de parking créées aux alentours. Cette belle abbatiale, donc on ne pouvait pas la laisser sans une place reverdie, agréable, où on peut prévoir et avoir des événements, puisqu'on a déjà des événements. Nous avons des belles expositions, et il y a un événement prochain dont on parlera sans doute tout de suite. Juste pour préciser aux auditeurs, là on est dans la maison paroissiale qui est vraiment au cœur de Saint-Gildas. En arrivant, j'ai vu la mairie. Donc en fait, vous êtes juste en face, avec l'abbatiale à côté. C'est vraiment un centre qui rassemble, le centre-bourg rassemble tout. Effectivement, la naturaliser, c'est quand même quelque chose. C'est un défi pour les maires aujourd'hui, de naturaliser comme ça les villes. On voit des rues qui se reverdissent de plus en plus face au changement climatique. C'est un enjeu que vous prenez en compte beaucoup aussi. On est obligé. On a subi depuis quelque temps des phénomènes pluvieux, et il faut essayer de raisonner au mieux, résoudre ces problèmes d'inondation que l'on a. Donc, et oui, vous en avez souffert l'hiver dernier. Oui, on a eu à plusieurs reprises, et dernièrement en septembre avec une pluviométrie importante sur une durée courte, mais des pluies abondantes, et on a eu quelques dégâts d'inondation aussi chez des particuliers entre autres, et à l'école aussi privée et l'école publique de Saint-Gildas. C'est un vrai défi. Avant d'arriver bien sûr au patrimoine remarquable, vous avez plusieurs projets importants en réflexion. Il y a le projet de la closerie avec l'aménagement de locaux commerciaux. Il y a aussi la future maison médicale. Expliquez-nous en quelques mots. Alors la closerie, c'est un projet qui est presque terminé dans son idée, dans sa conception, et qui va se trouver au cœur du bourg, comme vous le dites, puisque il y a l'abbatiale, il y a la paroisse, mais il y a aussi également les maisons de retraite de la Sainte Famille et Michel Guillaume, et donc on est vraiment dans un cœur rapproché, et on avait envie de redynamiser ce centre-bourg, puisque nos commerces sont un petit peu évadés à l'extérieur de l'agglomération, comme c'est un peu le problème de toutes les villes. Voilà, donc ce que l'on souhaite faire, c'est redynamiser un peu ce centre-bourg, et nous avons fait l'acquisition depuis quelques années de quelques demeures à 2 pas de la mairie, et là nous avons pour objet de rénover, de casser, de remonter ces constructions, et puis on vient de faire l'acquisition dernièrement de la pizzeria également, et nous travaillons actuellement sur tout ce concept et ce groupe de maisons pour arriver à redynamiser ce centre-bourg, essayer de ramener les commerces, parce que quand on dit commerce, il faut des commerçants. Le commerçant, il faut qu'il ait des clients pour qu'il puisse vivre de son travail. Donc nous les maires, on a envie d'avoir du dynamisme dans nos centres-bourgs, des commerces, mais il faut aussi que la population vienne les voir, et j'en suis convaincu ce qui se passera. Bon, et votre commune, on le disait tout à l'heure, a la chance d'avoir un patrimoine remarquable avec l'abbatiale du XIIe siècle, qui est classé monument historique. Comment est-ce que justement la municipalité travaille à la préservation et à la valorisation de ce patrimoine ? Vous parliez de reverdir devant l'abbatiale. Comment, d'autres manières, vous prenez soin de cette abbatiale ? Eh bien écoutez, c'est plus que des soins qu'il va falloir qu'on prenne, puisque nous avons fait un audit il y a quelques temps sur cette abbatiale qui 1000 ans l'an prochain, Sœur Monique en parlera mieux que moi, 1000 ans l'an prochain, et qui souffre de son âge.
qui souffrent au zonage. Alors ponctuellement, on arrive à mettre des pansements sur cette toiture, mais c'est un bâtiment classé et donc tous travaux qui doivent être réalisés on doit avoir l'accord des bâtiments de France. Et aujourd'hui, nous avons fait une étude pour avoir une idée du coût, je dis bien une idée du coût de rénovation. C'est des montants énormes, donc on a un gros travail à faire avec les services de l'État pour arriver à nous épauler, nous accompagner, mais aussi techniquement, mais aussi financièrement, puisque nous sommes dans des sommes énormes. Il faut qu'on refasse la totalité ou une grande partie de la toiture de cette abbatiale, puisqu'on avait fait on avait commencé il y a quelques années à refaire la couverture, mais là la totalité est à refaire. Donc quelques fissures, si vous faites le tour de l'abbatiale, apparaissent. Donc nous avons des gros travaux à faire et ce sera un dossier aussi qui se fera sans doute sur plusieurs exercices. On imagine que ça se compte en millions finalement, cette réparation, cette restauration. On était au-delà des 3 millions d'euros. Père Pierre, de votre point de vue, comment est-ce que justement vous voyez cette attention portée par la municipalité au patrimoine religieux ? Je suis touché parce que je vois que les élus font de leur mieux pour essayer de colmater. C'est vrai qu'il pleut dans l'abbatiale, on est souvent béni par le Seigneur quand il pleut, mais on a bien conscience aussi que il y a différents projets, beaucoup de dépenses dans une commune. Mais voilà, j'ai plaisir à travailler en partenariat avec les élus, les services techniques. Oui, au-delà du patrimoine bâti, il y a des liens, j'imagine, entre la municipalité et la paroisse Saint-Gildas-des-Sources. Est-ce qu'il y a des moments de collaboration, des événements ? Alors, il va y avoir ce magnifique événement, évidemment, de la fête du millénaire, dont on parlera dans les prochaines minutes. Est-ce qu'il y a des moments de collaboration, des événements, effectivement, qui vous permettent d'être en lien avec la paroisse? Eh bien, écoutez, oui, des événements. Nous avons quelques cérémonies, je pense principalement au 8 mai, au 11 novembre, oui, où on se rencontre régulièrement avec Pierre, mais aussi nous sommes voisins. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez qu'à traverser la rue pour vous voir. Je traverse même pas. Des fois, je me stationne dans la cour. Vous prenez le café ensemble de temps en temps. Et c'est arrivé, mais on se rencontre, on échange. Dernièrement, on a échangé sur aussi des sujets gildasiens avec des familles en difficulté. Donc Pierre, avec la paroisse et les paroissiens s'en occupent et on échange de temps en temps et on est là aussi pour aider les gildasiens et Pierre le fait très bien. Oui, j'allais dire vos vocations, entre guillemets, elles se rapprochent sur cette attention portée à l'autre. Est-ce que vous le diriez comme ça ? Écoutez, je ne sais pas si c'est une vocation, mais enfin d'être votre mère, mission pour vous, c'est plutôt une mission pour moi d'être mère. Mais oui, il y a des dossiers qui peuvent être travaillés ensemble et que l'on partage. Et c'est important de le dire. Pour les 30 secondes qu'il nous reste, quel message vous souhaiteriez adresser aux Gildasiens qui nous écoutent ce matin, monsieur le maire ? Quel message ? Écoutez, qu'ils passent de très belles fêtes de fin d'année, puisqu'on est à la veille des fêtes de fin d'année, qu'ils vivent dans une belle commune, et j'en suis persuadé. Et puis je veux aussi parler de la paroisse, parce que la paroisse c'est Saint-Gildas-des-Bois, mais c'est les communes voisines de Guinrouette, de Dréféac, de Sévérac, des gens aussi que je croise, je côtoie, et qui est toujours agréable d'échanger avec. Merci beaucoup Jean-François Legrand, merci d'avoir partagé avec nous votre vision de Saint-Gildas-des-Bois et de ses projets d'avenir. Merci de nous avoir accordé votre temps, bonne journée. Merci beaucoup, merci. C'est le tour des clochers. Et nous accueillons maintenant sœur Monique Judic, sœur de la congrégation de l'instruction chrétienne qui travaille aux archives. Bonjour sœur Monique. Bonjour. Alors la première phrase que j'ai entendue ici, c'est en fait il n'y aurait pas de Saint-Gildas-des-Bois sans l'abbaye. Alors forcément... Il n'y a pas que vous, il n'y a pas que vous qui m'avez dit ça. Alors forcément avec vous, on va revenir sur l'histoire de cette abbaye. Et pour commencer, sœur Monique, pourquoi la commune s'appelle Saint-Gildas-des-Bois ? Voilà. Alors nous serions peut-être effectivement... Pardon, oui, je disais que peut-être il faudrait vous rapprocher un petit peu le micro pour qu'on vous entende encore mieux. Parce que... Nous serions peut-être effectivement toujours à l'Empridique. Voilà. Toute l'histoire a commencé aux environs de 1020, lorsque Bernard, le seigneur de La Roche, dans l'estuaire de la Vilaine, veut créer une abbaye pour qu'il y ait quelqu'un qui prie pour le repos de l'âme de son frère qui était décédé brutalement.
C'était dans les questions des chrétiens à ce moment-là. Est-ce qu'on peut prier pour les morts? Alors, il veut créer cette abbaye. Pour cela, il donne un territoire au sud de sa baronnie qui s'appelait le hameau de Lampridic. Il donne l'équivalent de 25 hectares. Et il faut aussi des moines pour faire une abbaye. Ah oui. Donc, il va à Saint-Gildas-de-Ruiz demander qu'on lui donne des moines. Mais Saint-Gildas-de-Ruiz avait subi les raids des Vikings au siècle précédent. Ouais. Et l'abbé Félix revenait de Saint-Benoît-sur-Loire seulement depuis 1008, et donc il n'avait pas de moine à lui donner. Mais il l'engage à se mettre sous le patronage de Saint-Gildas. Et il lui promet des reliques qui arriveront plus tard, mais qui arriveront. Et ces reliques sont l'objet de pèlerinages pour demander la guérison de toutes les maladies de la tête. D'autant plus que les moines installés ont trouvé une source abondante et de qualité qui existe toujours et qui est toujours utilisée. On peut toujours y aller quand on a des problèmes. Toujours y aller. Et attention, oui. de tête, vous ne parlez pas de maux de tête. Hein. Ça faisait partie. Maux de dents, maux de tête, maladie mentale. Oui, c'est ça, il faut le dire. Donc, voilà, si on a tout ce qui touche à la tête. Bon, c'est important. C'est noté. Alors, cette eau était de bonne qualité, peut-être pas miraculeuse, mais au moins curative. Et donc, ça drainait beaucoup de population. Et c'est de cette façon que Saint-Gildas est devenu beaucoup plus populaire que Lampridic, et on a oublié Lampridic. Et 8 moines se sont installés. Voilà. Alors en 1026, Bernard continue sa recherche. Il va à Redon, à Saint-Sauveur. Là, c'était une plus grosse abbaye. Et l'abbé lui donne 8 moines qui s'installent à Saint-Gildas en 1026, donc il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans. Alors, dans cette période, ce sont des moines bénédictins. Hein. Oui. Ils suivent la règle de Saint-Benoît. Et une période de 400 ans, hein, jusqu'à peu près au milieu du XVe siècle, on pourrait dire que cette période est régulière, c'est-à-dire qu'ils suivent la totalité de la règle. L'abbé est élu par ses frères, il est lui-même un moine et il vit à Saint-Gildas, au monastère. Hein. Alors je soulignerai 3 faits importants. C'est ça, il y a 3 faits importants dans la période dite régulière. Voilà. Hein. D'abord la construction de l'abbaye, de l'abbatiale, je veux dire. On ne sait pas trop comment elle a été construite, mais on sait qu'au début du XIIIe siècle, elle était construite. Deuxièmement, le deuxième fait, c'est le fait que l'abbaye a été prise sous la protection du pape par une bulle de 1186. Elle était déjà sous la protection de l'évêque et acceptée, reconnue par le duc de Bretagne. Et donc là, au XIIe siècle, elle est reconnue aussi par le pape. Et le troisième fait que je soulignerai, c'est le passage, la prédication d'un dominicain, Saint Vincent Ferrier, qui passe à Saint-Gildas en 1418. Et on est arrivé au XVe siècle. Et voilà. Et à partir de 1464 commence la période commendataire. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est un tournant dans la vie de l'abbaye, parce que à partir de là, l'abbé n'est plus élu par ses frères. Ce n'est plus un moine. Il ne vit plus à l'abbaye. L'abbé est nommé par le roi. Alors au début, les dates pour Saint-Gildas, c'est fin du XVe siècle, parce que les premiers abbés ont été nommés par le duc de Bretagne. Alors ça dépend où on commence. Est-ce qu'on accepte le duc de Bretagne? Est-ce qu'on commence au roi? En tout cas, là, on passe à une période qui va courir jusqu'à la Révolution, très différente. À Saint-Gildas, il y a beaucoup d'évêques. Mais il y a un laïc qui a été nommé abbé à l'âge de 15 ans. Qui s'appelle Ah oui, Sébastien Joseph de Cambou, baron de Pontchâteau, de la famille de Coilin en Cambon. Alors, il apporte à l'abbaye, il fait de l'abbaye une abbaye janséniste. Alors, il arrive en 1640, il part en 1690, et certains ont dit que c'était l'abbaye la plus janséniste de France. Voilà. Alors, il a aussi fait adhérer l'abbaye
à la congrégation de Saint-Maur. Saint-Maur était un compagnon de Saint-Benoît. Cette congrégation était, on dirait aujourd'hui, une association d'entraide entre les monastères adhérents. Alors, ce qu'a apporté cette entrée dans la congrégation de Saint-Maur, entre autres, parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses, c'était une meilleure gestion des biens. Parce qu'il faut penser que dès l'origine, l'abbaye était à la fois un monastère et une seigneurie, qui avait des biens qui étaient gérés comme les seigneuries féodales et à suivre. Et donc, les bénéfices étaient assez conséquents, et donc une grosse partie allait à l'abbaye. Et la plus petite partie restait au monastère. Il s'agissait donc de bien les gérer. Et cette bonne gestion a permis des travaux. Alors, d'abord, les travaux d'assèchement des marais du Brivet dans les années 1760, qui a beaucoup mécontenté la population. Les cahiers de doléances en 1789 ne portent que là-dessus. Deuxièmement, il y a des travaux dans l'abbaye. L'hôtellerie est restaurée en 1775. Le bâtiment abbatial sud est agrandi et restauré en 1785. Et lorsqu'on arrive en 1789, déjà, les moines n'habitaient plus le bâtiment abbatial est, parce que les travaux se préparaient. Et en 1789, c'est la Révolution française. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'abbaye ? Eh bien, pour l'abbaye, c'est un grand changement, puisque à partir du mois de novembre 1789, les moines sont dispersés, et l'abbaye est déclarée bien nationale et mise en vente. Alors, elle est achetée au mois de mai 1790 par un ancien capitaine de navire qui s'appelait Joseph Rousseau, qui vient s'installer à Saint-Gildas-des-Bois dans l'hôtellerie. C'était le seul bâtiment chauffé. Et alors, il s'installe bien, il s'enracine bien, puisqu'il est devenu maire de la commune. Il est parmi les premiers. Voilà. Et en 1818, il vieillit, bien sûr, et il trouve qu'il fait quand même froid à Saint-Gildas. Donc, il retourne dans son hôtel particulier de Nantes et remet l'abbaye en vente. Alors, elle est achetée par aussi un ancien capitaine de navire qui s'appelle Guy Maillard de la Morandais. Lui, il vient à Saint-Gildas, mais il n'habite pas l'abbaye. Si bien que l'abbaye reste vide de 1818 à 1828. Oui. Alors, évidemment, les bâtiments se dégradent un peu. Voilà. Et voilà. Après, en 1828, vous me dites si je vais trop vite, mais depuis 1828, il y a la congrégation de l'instruction chrétienne qui occupe les lieux. Voilà. Alors, il y a 3 grandes étapes. Voilà. Dans pendant la Révolution, là, dans la période où l'abbaye était vide, pendant ce temps-là, à Baignon, dans le diocèse de Vannes, dans le Morbihan, l'abbé Dehaye, Gabriel Dehaye, a ouvert une petite école pour les petites filles en 1807. La directrice de l'école, c'est une célibataire laïque qui mène son école. Une première vient la rejoindre, une deuxième, une troisième, et en 1818, elles sont 6. Alors, l'évêque de Vannes veut donner un statut à ce groupe de laïcs, et lui, il penche pour fonder une congrégation religieuse. Ce qui est fait, il y en a 6 qui font des vœux le 8 novembre 1820, et donc là est fondée une toute nouvelle congrégation dont le nom est officiel, est Congrégation des Sœurs de l'Instruction Chrétienne. Mais le nom populaire, c'est Filles de Baignon. Alors, en 1823, le curé d'Avessac veut lui aussi ouvrir une école, mais il faut une institutrice. Donc, il va frapper à la porte du père Dehaye en espérant trouver une fille de Baignon. Le père Dehaye en donne 2 et elles viennent à Avessac. Seulement, Avessac n'est pas dans le même diocèse. Et donc, il faut demander l'autorisation à l'évêque, Monseigneur de Guérine. Ce que fait le curé, l'évêque accepte, mais lui, il avait un projet. Il avait le projet de créer un corps d'institutrices pour les petites filles de son diocèse. Alors, il n'a de cesse que d'attirer les filles de Baignon dans son diocèse. Ce qu'il fait d'abord en les attirant au prieuré de Pontchâteau en 1825, puis il pousse Gabriel Dehaye à acheter l'abbaye qui était vide
Gabriel Day crée une tontine et la congrégation achète en 1828. Et je suis obligée de vous arrêter là, malheureusement, sans Monique, mais c'est passionnant. Et vous avez tout dans votre tête. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. On va poursuivre notre tour des clochers en direct de la paroisse Saint-Gildas à Des-Sources. Et conclure avec vous, Pierre Bieler, on parlera du spectacle en préparation. Tout cela, ce sera juste après les informations internationales de Radio Vatican. Restez avec nous. Vous êtes sur Radio Fidélité et jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Tiffaine Cellier et ses invités reviennent dans quelques instants. Chérie, pour le réveillon, tu as pensé à un cadeau pour maman? Ah oui, le livre dont elle m'a parlé dimanche dernier. Et pour Antoine? C'était pas une crèche qu'il voulait? Et pour moi? Mystère. Tu sais, à la librairie Siloé, j'ai tout trouvé. Livres, crèches, CD, artisanat monastique. Pour réussir vos cadeaux de Noël, la librairie Siloé à Nantes, près de la cathédrale. Une fenêtre Jeannot, c'est un cadre, comme celui d'un tableau. C'est un cadre de vie, le vôtre. Depuis plus de 50 ans, le réseau français de menuisiers créateurs Jeannot conçoit et pose des fenêtres et portes sur mesure pour vous aider à créer vos plus beaux cadres de vie. Jeannot, menuisier créateur. Changez votre cadre de vie sur jeannot.com. Toutes les assurances se valent, me direz-vous? Eh bien non. La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif. Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 € à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget. Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel. Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site. 8h30 sur Radio Fidélité. Et dans quelques instants, vous allez pouvoir retrouver le journal de Radio Vatican. Juste après ce journal, vous retrouverez le tour des clochers avec Tiffaine Cellier et tous ses invités en direct de la paroisse de Saint-Gildas des Sources. On retrouvera le Père Bieler et nous parlerons aussi du spectacle en préparation pour célébrer le millénaire de l'abbatiale avec Marie Romsey et Anne-Emmanuel Kokis. Il est maintenant 8h45 et nous rejoignons Tiffaine toujours en direct de la paroisse de Saint-Gildas-des-Bois pour le tour des clochers. Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Merci Clara, nous voici dans la dernière partie de notre émission. Tiffaine, il faudrait se rapprocher du micro, Pardon, on ne vous entend plus. Désolée, une petite erreur de manipulation. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Ah, un peu moins. Est-ce que vous pouvez peu moins bien. Ben oui. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un petit peu du micro? Le micro est à fond. Ça grésille, c'est un petit peu de mauvaise qualité. Oui, j'ai l'impression que voilà, là vous m'entendez mieux. Non, capte pas très bien. Je suis désolée. Il faudra installer les antennes. À Saint-Gilles. Merci Clara. On est donc dans la dernière partie de notre émission Le Tour des Clochers en direct de la paroisse Saint-Gildas des Sources. Alors en 2026, Saint-Gildas-des-Bois s'apprête à célébrer les 1000 ans de son abbaye. Et pour marquer cet anniversaire historique, un grand spectacle de plein air est en préparation. Un projet culturel ambitieux qui mobilise déjà toute la commune. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Marie Romsey, enseignante au collège-lycée Gabriel Dehaye et à l'initiative de ce projet, ainsi qu'Anne-Emmanuel Kokis, responsable pastoral. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors Marie, c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet. Comment est-ce qu'elle est née l'idée de célébrer les 1000 ans de l'abbaye par un spectacle de plein air ? Alors tout d'abord, le père Pierre Bieler avait l'ambition qu'on puisse organiser un événement marquant et fédérateur pour le millénaire de l'abbaye. Et puis, à l'initiative également de mon collègue d'histoire, Gaëtan Hay, j'ai été invitée à rejoindre la commission historique de la commune qui travaillait sur les archives pour réaliser une exposition. Et j'ai pensé tout de suite qu'il était bon d'organiser un spectacle de plein air pour rendre l'histoire vivante. Oui. Et la transmettre aux jeunes générations et à l'ensemble de la commune. Anne-Emmanuel Kokis, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'ampleur de ce projet ? On parle de plusieurs commissions mobilisées. Alors oui, en effet, on est obligé de se mobiliser du coup en plusieurs commissions pour le bon déroulement du spectacle. Donc on a les commissions spectacle dont je fais partie avec Marie. Mm-hmm. Il y a la commission communication, décor, finances, logistique, costume et accueil du public, donc pour le bon déroulement du spectacle, en fait, pour que tout se passe bien. Donc ça veut dire que c'est un gros spectacle que vous vous apprêtez à vivre. Vous attendez combien de spectateurs au fond ? Alors, donc on peut accueillir sur 3 dates, le 2, 3 et 4 juillet. Donc il y a 500 places environ par soir, donc ça fait 1500 places environ. Oui. Bon, ça va être rempli.
Exactement, sans aucun doute. Marie, vous avez écrit la pièce du spectacle. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit avant-goût comment vous allez retracer 1000 ans d'histoire locale ? Alors 1000 ans d'histoire, l'archiviste de la communauté nous a beaucoup aidé pour nous transmettre un certain nombre d'informations et la commission histoire. Vous parlez de Sœur Monique. Voilà, exactement. Donc qu'on avait tout à l'heure à l'antenne. Et après, il a fallu trouver à la fois des anecdotes assez frappantes, des moments plus comiques, des moments plus épiques, et on retrace l'histoire de la fondation en 1026 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait un sacré bout de chemin, Un sacré bout de chemin avec une diversité de décors et de costumes. Mais c'est ça. Parce qu'on va des costumes moyenâgeux aux costumes des soldats de la Seconde Guerre mondiale, en passant par les religieuses. Donc il y a une grande diversité de costumes, de décors tout au long de cette pièce. Alors on va revenir un petit peu aux costumes, mais déjà je précise que le spectacle se déroulera du 2 au 4 juillet 2026 dans l'enceinte même de l'abbaye. Pourquoi ce lieu il est si important pour vous ? Pour vous, à la fois en tant que peut-être paroissienne, je ne sais pas, mais en tout cas habitante de Saint-Gildas-des-Bois. Alors, c'est déjà dans l'enceinte de cette abbaye, il y a eu un spectacle dans les années 90. Donc la scène va être réinvestie pour créer ce nouveau spectacle Son et Lumière. À l'époque, il racontait l'histoire de Gabriel Dehaye. Et cette année, il retracera l'ensemble des 1000 ans de la commune. Et bien sûr, pour raconter l'histoire de l'abbaye, rien n'était mieux que l'enceinte même de la communauté. Alors, vous disiez que vous aviez besoin de costumières, pour retracer 1000 ans d'histoire, j'imagine, je ne sais pas combien de costumes il va falloir. Combien d'acteurs déjà ? Combien de personnes sur scène ? Alors, pour les acteurs, on a environ 70 acteurs. Donc, en sachant que chaque rôle, il y en a à peu près qui se multiplient. Peut-être qu'ils font 3 rôles, un acteur. Donc, en effet, il va falloir beaucoup de costumes. Et une partie des costumes sont loués à des associations, puisque 1000 ans d'histoire, il y a une grande diversité de costumes. Et d'autres costumes sont fabriqués aussi par une équipe de couturières qui se sont regroupées. Voilà, c'est un projet qui a fédéré énormément des élus locaux, des associations locales, la Gildasienne Théâtre, des membres de la paroisse, de la communauté, de l'établissement, des élèves, du personnel. Et c'est vraiment la force. On sent qu'il y a un enthousiasme, il y a une ambition commune de collectivement marquer ce millénaire. Alors, il y a eu une réunion publique le 10 octobre qui a mobilisé une 60aine de personnes. Quels sont aujourd'hui, pour tous les auditeurs qui nous entendent et qui auraient peut-être envie de rejoindre ce projet, quels sont aujourd'hui vos besoins les plus urgents, à la fois en termes de bénévoles ou de soutien logistique ou que sais-je ? De l'argent, j'ai l'impression. Exactement, bien de la sûr. guerre. Un projet comme ça demande bien sûr de l'argent, donc des finances, particulièrement pour tout ce qui est la partie son et lumière du spectacle. Donc il y a quand même un coût. Donc bien sûr, on est toujours à la recherche de personnes qui puissent nous aider pour mettre à bien ce beau projet, ce beau spectacle qui va rayonner partout dans la commune et autour, ça c'est sûr. Et on est déjà soutenu par un certain nombre d'entreprises, de commerçants de Saint-Gildas et des environs. Ouais. Et après, on recherche aussi toujours éventuellement quelques figurants si on veut grossir un petit peu les rangs de notre équipe, même si on est déjà un bon volume d'acteurs et de figurants. Et puis toute personne qui est dynamique, qui a envie de nous rejoindre et de bénéficier de l'enthousiasme de ce projet peut nous rejoindre. Il y aura une deuxième réunion publique le 23 janvier à 20h sur la commune. Ouais. Vous parliez de comédiens, tous sont finalement, j'imagine que ce n'est pas des comédiens professionnels. Il y a quelqu'un qui met en scène, qui accompagne justement toutes ces équipes ? Alors, il y a des comédiens qui jouent depuis certains 50 ans, notamment les membres de la Gildasienne Théâtre. Donc certains ont une grande expérience dans le domaine théâtral, d'autres commencent tout juste, c'est le cas de certains de nos élèves, mais sont déjà de bons acteurs, même très jeunes. Ouais. Et nous menons des ateliers théâtre tout au long de l'année. Nous serons guidés par un comédien professionnel dans l'enceinte de l'établissement pour notamment animer des ateliers théâtre auprès des lycéens et des collégiens. Oui, parce que vous avez tous les âges dans ce spectacle. Ça va du plus jeune au plus vieux, finalement. Oui, c'est un projet intergénérationnel et c'est aussi ça qui est beau. Ça crée vraiment des ponts entre des gens de la commune qui ne se connaissaient pas du tout, qui ne se côtoyaient pas. Et pourtant, l'établissement est à peu près à 200 mètres de la place du village et donc de la mairie, de la communauté. Ça nous permet de nous rencontrer. Et tous ces acteurs finalement vont aussi être accompagnés par de la musique, j'ai bien compris. Je recherche le nom, mais oui, c'est ça. Il y a la participation de Jean Jaurou, compositeur et chef d'orchestre renommé. La musique occupera une place importante dans votre spectacle. Donc on aura un leitmotiv musical qui sera interprété par un orchestre à chaque début d'acte. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre en tête cette musique dans la tête des spectateurs pour qu'à la fin, nous puissions interpréter la chanson originale qui a été composée pour les 1000 ans de l'abbaye. Voilà, par un ami de Jean Jaurou
et qui a été composé ensuite musicalement, les parties instrumentales, par le chef d'orchestre. Un gros spectacle qui va durer combien de temps ? Alors environ 2 heures. 2 heures de C'est un spectacle. qui sera de nuit. Oui, c'est ça. À quelle heure il va démarrer ? Alors sans doute 22 heures jusqu'à minuit. Oui, Du parce coup, qu'on pour sera en avoir juillet, donc. Voilà, c'est ça. Et puis pour avoir bien la nuit, quoi. Les présente jeux- pour les les jeux de lumières, les lumière. jeux de scène, etc. Comment est-ce que les Gildasiens peuvent vous rejoindre et s'inscrire ou pour participer à cette aventure collective ? Alors, je dis Gildasiens, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pourraient vouloir vous rejoindre. Comment on fait ? Eh bien, tous ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter, notamment le jour de la réunion publique, le 23 janvier, où on, par l'intermédiaire de la paroisse ou de la commune, et nous leur trouverons une place. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, nous les accueillons. Eh bien, merci beaucoup Marie, merci Anne-Emmanuelle pour toutes ces précisions. Un projet magnifique qui promet de rassembler les Gildasiens autour de leur patrimoine et de leur histoire. Je rappelle donc que le spectacle aura lieu du 2 au 4 juillet 2026 dans l'enceinte de l'abbaye. Rendez-vous donc en juillet 2026 pour ce voyage à travers 1000 ans d'histoire. Bonne journée à toutes les deux, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le tour des clochers. Et on arrive au terme de ce tour des clochers en direct de Saint-Gildas-des-Bois. Père, le mot de la fin en 30 secondes, il est pour vous. Un message d'espérance peut-être. Eh ben, une petite phrase d'un psaume, le psaume 104, « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu et joie pour les prêtres ». Donc s'il y a des jeunes qui m'écoutent et qui se posent la question de donner leur vie au Seigneur, voilà, ça rend heureux. Merci beaucoup Père Pierre Bieler de nous avoir accueillis ce matin. Merci d'avoir partagé cette matinale avec les auditeurs de Radio Fidélité. Un grand merci également à vous tous là qui êtes autour de moi, qui êtes venus assister à la matinale. Je précise que pour le tour des clochers, si vous avez envie de participer, si vous avez envie de venir écouter, c'est ouvert. On souhaite que les émissions soient en public, donc n'hésitez pas. Un grand merci à vous tous, à tous les intervenants. Clara, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup Tiffaine, merci à vos invités d'avoir été présents. Vendredi prochain, vous serez à Nantes et justement pour permettre à Tiffaine de continuer son tour des clochers, nous avons besoin de vous. Vous pouvez envoyer vos dons en chèque au 6 rue Malherbe 44 000 Nantes. Et si vous n'avez pas pu tout écouter ou que vous voulez écouter à nouveau cette émission, les replays du tour des clochers sont à réécouter sur www.radio-du6fidélité.fr. Merci beaucoup pour votre écoute. C'était le Tour des Clochers avec la Maison du Bon Pasteur, EHPAD associatif nantais. Plus d'informations sur le site internet du diocèse de Nantes. Et oui, nous ne manquons pas à notre rendez-vous quotidien. Le Père Noël est en avance sur Radio Fidélité. Chers auditeurs, cette année, il a décidé de vous régaler et pas qu'un peu. On va jouer tout de suite pour tenter de gagner de délicieux chocolats. Alors comment ça marche ? C'est très simple. Chaque matin pendant 2 semaines, je vous pose une question autour du thème du chocolat. Vous nous appelez, on répond et si vous avez la bonne réponse, vous repartez avec votre coffret gourmand Carly. De quoi régaler vos fêtes à l'avance. Vous-même, auditeur de Saint-Gildas-des-Bois qui nous écoutez encore, vous pouvez jouer avec nous. Alors attention, notez bien le numéro pour jouer avec nous ce matin, c'est le 02 40 69 28 55. Je le répète, 02 40 69 28 55. Si vous décidez d'appeler, coupez bien la radio derrière vous, sinon ça fera un petit écho et ainsi que le haut-parleur. Alors vous êtes prêts, on commence avec la première question du jour. La question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le beurre de cacao ? Alors c'est très simple, on peut y répondre facilement à vos téléphones. J'attends vos appels. Le numéro de téléphone pour répondre à cette question, c'est le 02 40 69 28 55 avec la question qu'est-ce que le beurre de cacao ? Hier c'est Barbara, c'est une fidèle auditrice qui a appelé et qui a remporté sa tablette de chocolat blond de la marque Carly. Aujourd'hui c'est un autre cadeau qui vous attend. Alors faites comme Barbara, vous serez peut-être tiré au sort et peut-être que vous repartirez ce matin avec votre boîte de chocolat Carly. Ils sont délicieux, je vous assure, pour les avoir déjà goûtés. Allez, on appelle, c'est au 02 40 69 28 55. Ne manquez pas cette occasion. La question est simple, qu'est-ce que le beurre de cacao ? Alors, on attend un appel. Ce jeu, vous le retrouverez tous les jours jusqu'à Noël avec une question nouvelle chaque matin. On a un appel. Alors, je vais essayer de le prendre avec vous. Allô, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour madame. Bonjour madame, comment vous appelez-vous ?
Alors, je m'appelle Sophie. Sophie, enchantée Sophie, bienvenue sur Radio Fidélité. Alors, je vais vous reposer la question, Sophie. Sophie, qu'est-ce que le beurre de cacao? Alors, c'est le gras du chocolat. C'est ça, Sophie, bonne réponse. Bravo à vous. Vous venez de remporter donc votre barre de chocolat de la maison Carly. Alors vous avez le choix entre chocolat praliné, pistache, chocolat blanc. Qu'est-ce que vous allez choisir dans la maison Carly? Plutôt chocolat blanc, s'il vous plaît. Plutôt chocolat blanc. Bah, c'est bien noté. Effectivement, le gras, c'est la fève de cacao. C'est une matière grasse végétale issue des fèves de cacao. C'est un élément de base de la fabrication du chocolat. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir joué avec nous. Merci. On vous souhaite une très bonne journée. Restez au téléphone, on va prendre vos coordonnées